Il est temps que les juges en Afrique soient jugés. On entend souvent parler de corruption, on montre souvent le gouvernement, les ministres, mais toutes ces corruptions ne peuvent pas être accomplies sans la décision d'un juge. De la corruption systémique et systématique au niveau des huissiers de justice, au niveau des greffiers, au niveau des magistrats, au niveau des juges. Pourtant, vous remarquez que dans les médias, on ne parle jamais des juges, on ne donne jamais de nom. Et c'est un problème dans plusieurs pays d'Afrique. Mes frères, j'aimerais bien que vous regardiez cette vidéo et que vous me dites si c'est le même cas dans votre pays. Car moi, je vais donner l'exemple de Constant Moutamba, le ministre de la Justice, qui avait confirmé que la justice était malade et qu'il allait rétablir l'ordre. La justice est la colonne vertébrale de l'État. Et donc lorsqu'elle est déstructurée, l'État aussi se déstructure. Bien qu'apparemment il s'occupe beaucoup plus des koulounas dans la rue que des koulounas en cravate et en toge de magistrat. Et tout ça, on va en parler après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit like et surtout de commenter si vous avez un avis sur la question. Je viens aussi d'activer la fonctionnalité de don, de remerciement sur la chaîne. C'est une nouvelle fonctionnalité YouTube que je n'avais pas utilisée auparavant. Donc si une personne veut soutenir la chaîne pour pouvoir améliorer la qualité des vidéos et pouvoir faire des recherches plus approfondies ou pouvoir avoir plus d'épisodes en semaine, n'hésitez pas de faire un don. Revenons à cette histoire de juge. Donc comme je vous dis, les juges en Afrique ne sont jamais jugés. On entend des histoires de corruption, il y a des décisions de justice en faveur des corrompus, mais ça veut dire qu'il y a un juge qui a pris la décision de suivre cette corruption. À chaque fois qu'il y a des scandales, on peut voir des membres du gouvernement qui sont exposés médiatiquement, mais les juges, jamais de photos, jamais de noms, ils peuvent faire ce qu'ils veulent alors qu'ils font partie du sommet de la pyramide de la justice. Je vais partir sur un cas dans la justice des affaires. En République démocratique du Congo, il y a un gros problème, c'est que les juges condamnent certaines entreprises publiques selon le ministre de la Justice. Donc ce n'est pas uniquement moi qui le dis, mais le ministre de la Justice. Je vais vous montrer une vidéo où il explique comment les juges sont de connivence avec certains escrocs pour faire bloquer des comptes de l'État et faire payer des amendes excessives. La magouille est assez simple. Il y a un infiltré dans une entreprise de l'État. Ensuite, il y a un autre escroc qui ouvre une entreprise de sous-traitance. Il facture un service à cette entreprise de l'État, peu importe le service. On va dire que ça a coûté plus ou moins 10 000 $. Ensuite, l'infiltré dans l'entreprise de l'État fait exprès de ne pas payer cette facture. Et après un certain nombre de rappels, ça passe en jugement. Et c'est comme ça que le juge arrive à faire passer cette facture de 10 000 $ à plusieurs millions. Et c'est comme ça que ces escrocs se font de l'argent. Et le juge a le pouvoir de faire bloquer les comptes et obliger la banque à verser l'argent. Et c'est un gros problème pour le trésor public, ainsi que pour les entreprises congolaises qui ont tendance à virer leur argent dans d'autres pays pour pouvoir se protéger de cette magouille. Mais je vous laisse le ministre Constant Moutamba vous expliquer ça en détail. Ensuite, nous, on va revenir pour une petite conclusion. C'est que notre appareil judiciaire est malade. Il souffre de quoi? De la corruption systémique et systématique au niveau des huissiers de justice, au niveau des greffiers, au niveau des magistrats, au niveau des juges, au niveau des avocats. Parce que lorsque vous avez des jugements qui condamnent des sociétés commerciales, des entreprises publiques au paiement des dommages et intérêts allant jusqu'à des 20 millions, 30 millions, 50 millions de $, passant par la formule des astreintes, c'est quand même assez grave. Et généralement pour les créances des 10 000 $ initiales, des 20 000 $, des 30 000 $. Et donc c'est cette mafia judiciaire qui a créé le climat d'insécurité juridique et judiciaire. Conséquence, c'est que, par exemple, les opérateurs miniers ne savent pas, en réalité, se conformer au code minier. Ça veut dire rapatrier les recettes qui sont obligés de rapatrier au pays. Donc des devises. Tout part, rien ne revient au pays. Et donc du coup, nous avons un sérieux problème des devises. On n'a pas de matelas des devises qui puissent soutenir la stabilité de notre monnaie. Du taux de change. Ouais. Quand vous posez la question, et à raison, toutes les entreprises minières vous disent, si
nous rapatrions les recettes, nous faisons l'objet de plusieurs saisies intempestives des comptes. Vous allez dans les secteurs des entreprises publiques, l'entreprise du portefeuille de l'État, c'est la même chose. Tout l'argent qui entre fait l'objet des saisies intempestives, des saisies attributions. Des établissements publics, des services publics, c'est la même chose. J'ai diligenté à ce propos des inspections, des contrôles au niveau des certains tribunaux, dont les tribunaux de commerce de Kinshasa, Gombe, Matete, Lubumbashi, au niveau des cours d'appel, pour pouvoir évidemment retracer tous les réseaux des mafias, tous les jugements et arrêts rendus dans le sens de détruire notre justice et notre économie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. Vous l'avez vu, nous avons par exemple fait arrêter l'un des grands criminels économiques connus, M. Pele Mongo. Vous lui reprochez quoi exactement? Les pillages systématiques des ressources de l'ONATRA. Il est encore présumé, vous qualifiez déjà qu'il n'est pas présumé. Il n'est pas présumé. Il est venu et tenté de me corrompre, M. Osé. Il a droit de présenter ses moyens de défense. Il n'y a pas un jugement. Il a le droit de présenter ses moyens de défense. Je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer que ce monsieur est un grand criminel connu. Je suis ministre de la Justice, je sais de quoi je vous parle. Nous devons regarder la vérité en face. Donc évitez de vous cacher derrière des petites tournures, formules juridiques pour obstruer, pour maquiller le mal. Monsieur le ministre, comment là on parle du droit. J'en viens. On parle du droit. Vous lui reprochez un certain nombre de choses. Vous ne vous en cachez pas. Vous l'avez dit dans votre communiqué. Là, vous le dites encore avec des mots plus durs. Mais il n'y a pas un jugement qui le condamne. Ce n'est pas parce qu'il est venu tenter de corrompre un ministre que le ministre l'envoie directement en prison. Le ministre est, comme tout Congolais, soumis à la même justice. Il doit suivre la procédure, il doit apporter ses moyens de preuve pour que la procédure soit suivie normalement jusqu'à la sanction finale, si sanction finale il y a, monsieur le ministre. Ok. Je voudrais rappeler ceci, que le ministre de la Justice et garde-sceaux a le pouvoir d'injonction sur les magistrats de parquet, principalement le procureur général cassation, tous les procureurs généraux. Et pas de condamnation. J'en viens. À partir du moment où il y a des faits avérés qui sont mis à charge d'un individu, le ministre de la Justice a le droit de pouvoir donner injonction. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des cas de flagrance. Lorsque vous vous rendez compte qu'un citoyen vient au bureau du ministre et lui dit que je suis venu pour que vous puissiez intervenir pour moi dans l'exécution d'une décision de justice qui condamne l'ONATRA à 43 millions de dollars. Est-ce que les ministres de la Justice interviennent dans l'exécution des décisions de justice ? Peut-être parce qu'il observe un ministre de la Justice qui parfois est confondu à la justice. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses, Osé. Monsieur le ministre, laissez-moi parler. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Nous sommes en train de parler. Je voudrais, monsieur, allez-y, vous donner le temps. Allez-y. Parce que c'est en même temps pédagogique. Mais permettez-nous de nous relancer quand il le faut. Ce n'est pas parce qu'il vous relance qu'il ne dit pas des choses sérieuses. Non, c'est juste pour permettre à ceux qui nous suivent de mieux comprendre. Je vous demande de me donner le temps des réponses. Je vous en prie. Okay. Pour que les uns et les autres puissent appréhender en réalité l'essence de nos différentes démarches. Allez-y, s'il vous plaît. Et donc, je disais que lorsque quelqu'un comme celui-là s'est présent devant vous, mais vous lui posez 2-3 questions. D'abord, en qualité de qui, moi, je peux intervenir dans l'exécution d'une décision de justice. Il faut passer par les services appropriés. Et 2, la créance est partie de quel montant? Quelle est l'origine de la créance? Comment on en arrive à 43 millions pour une entreprise publique en difficulté? Et vous qui venez, avez-vous déjà perçu quelque chose de l'entreprise ou pas? Donc vous partez d'une créance initiale encore fabriquée,
de 200 000 $, vous en arrivez à 2 500 000 et l'entreprise vous paye quand même les 2 500 000. Vous dites non, ça ne suffit pas, ou parce que vous aviez payé ça dans un mauvais compte. L'entreprise vous paye encore 2 500 000. Donc vous en arrivez à plus de 5 millions de dollars pour une entreprise en difficulté et les agents ne sont pas payés. Vous dites non, ça ne suffit pas. Il faut que cette entreprise Onatra me paye encore 43 millions de dollars. Et vous faites bloquer les comptes de cette entreprise. Vous allez à la BCDC Equity où vous négociez avec certains responsables, évidemment, pas de la BCDC, mais d'ailleurs, et vous arrivez à obtenir déjà la promesse pour vous faire payer plus de 12 millions de dollars. Au moment où cette entreprise est en difficulté, et c'est l'État qui doit encore payer, je veux dire, 10 millions de dollars pour les agents. L'opération qui était en cours, vous attendiez ça pour pouvoir les piquer du compte de cette entreprise. En fait, je vous informe qu'avant cela, j'ai exercé pendant des années comme avocat. Donc je connais un tout petit peu comment opèrent tous ces criminels économiques et financiers. Et donc, face à cela, le ministre est obligé, immédiatement, face à la flagrance, de pouvoir faire appréhender la personne. Les choses qui a été faites, ce n'est pas le ministre qui arrête, le ministre donne injonction et le procureur général, évidemment, s'en charge conformément à la loi. C'est vrai qu'au début, il a fait une arrestation choc, mais là, on était venu directement essayer de le corrompre, donc c'était un flagrant délit. Il a profité pour mettre cet escroc du gouvernement en prison. Mboyo Ilombe, connu sous le nom de Pélé Mongo, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire le vendredi dernier. Il a passé la nuit à la prison centrale de Makala à Kinshasa, capitale de RDC. Ilombe est poursuivi pour tentative de corruption et détournement des ressources financières à l'Office national des transports, ONATRA. Son arrestation survient au lendemain de la signature d'un contrat de mandat entre le ministère du portefeuille et les mandataires publics. Selon plusieurs médias, Ilombe est accusé d'avoir tenté de corrompre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Les faits se seraient déroulés dans son cabinet de travail au palais de justice. Ilombe aurait tenté cette corruption après avoir réussi à faire condamner l'ONATRA pour un litige initial de 200 000 $. Le montant du litige avait été porté devant les cours et tribunaux d'abord à 3 millions de dollars américains, puis à 43 millions de dollars américains. Les autorités judiciaires poursuivent l'enquête pour déterminer l'étendue des responsabilités dans cette affaire de corruption et détournement des fonds publics. On aurait pensé qu'il y aurait eu un élan d'arrestation et depuis, rien du tout. Il dit connaître des dossiers où des juges ont clairement fauté. Il dit aussi qu'il a arrangé la situation. Ok, il a peut-être arrangé la situation, mais ce qui s'est passé dans le passé, les crimes que ces juges ont commis et qui sont toujours en place, ce sont les mêmes, on est bien d'accord. Comment est-ce que le ministre de la Justice peut laisser ces juges en place ? Même si à compter d'aujourd'hui, ils décident de se ranger dans les rangs et de ne plus le faire, ça n'empêche pas qu'ils ont commis des crimes très graves et qu'à la moindre escarmouche, excusez-moi le mot, ils seront capables de continuer à corrompre. Peut-être qu'ils le feront juste d'une façon beaucoup plus structurée, beaucoup plus cachée. Car les juges se sentent tellement puissants qu'ils ne se disent même plus qu'il faut se cacher. Ils le font aux yeux de tous car ils se sentent intouchable. Alors je pense qu'il est temps, et je ne parle pas qu'aux Congolais, mais à toute l'Afrique entière, même dans la diaspora, les Africains de la diaspora, on doit commencer à pointer du doigt nos juges, à surveiller les décisions de justice. Je pense même qu'on devrait mettre à contribution nos universités, prendre certains cas de figure et laisser nos jeunes avocats débattre de certaines décisions de justice. Donc on ouvre les dossiers, on amène ça aux universités, à la faculté de droit, et comme ça on pourra former nos jeunes contre cette corruption qui gangrène l'Afrique entière. J'avais beaucoup d'espoir en notre ministre Constant Mutamba lorsqu'il a commencé en parlant de ce sujet. Mais à voir les mois se dérouler et qu'il n'y a même pas d'inculpation, même pas de début d'enquête, on est dans le flou. Il s'est concentré sur les Koulouna et ça a été très expéditif. Donc s'ils disent que la justice, ça prend du temps, on a bien vu que pour les Koulouna, il pouvait être très rapide. Pour les juges, c'est très simple. Les dossiers sont là, il suffit d'analyser les dossiers. Si on voit que des sommes de 10 000 deviennent 2 millions, 3 millions ou 10 millions et que ce n'est pas normal, on ouvre l'enquête, on le met publiquement que l'enquête est ouverte, on montre la tête du juge, quel juge a participé. Et ce qui est aussi très inquiétant, c'est que les juges, c'est un cercle très fermé. Et ce sont les juges qui jugent les juges. Et même si on dit qu'un juge n'est pas corrompu et qu'il est honnête,
il est au courant de ce qui se passe autour de lui et ça veut dire que même ce juge n'a pas osé dénoncer ses collègues. Ce qui signifie qu'il faudrait virer tous les juges de la République démocratique du Congo. Est-ce possible? Oui, c'est possible, car les juges sont facilement remplaçables. Il y a des procureurs, il y a des avocats qui peuvent devenir juges, donc il faut faire du nettoyage et ce serait pas plus mal de virer un peu tous ces vieux croutons. Vous me direz que, ah non, mais ils ont une expérience, cette expérience ne peut pas être gâchée comme ça, mais quelle expérience ils ont? Ils ont une expérience dans le vol, dans la corruption. Et on n'a pas besoin de ce genre d'expérience. C'est encore mieux de prendre des jeunes tout frais, même s'ils n'ont pas la même expérience que ces juges, mais qui viennent avec un sang nouveau. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'il faut avoir en tant qu'Africain, car les juges sont vraiment le pilier de nos institutions. On voit parfois dans certains pays du monde où le juge va à l'encontre d'une décision d'un membre d'un gouvernement et le bloque. Donc c'est pour vous dire le pouvoir qu'un juge a sur les institutions. Les juges doivent surveiller le gouvernement et le gouvernement doit surveiller les juges. Mais là, on a l'impression que les escrocs de gouvernement sont en connivence avec les juges et lorsque ces deux puissances sont dans le même chemin de corruption, ils emportent avec eux tout l'appareil judiciaire et gouvernemental. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Dites-moi de quel pays venez-vous, si vous avez aussi le même problème dans votre pays ou ça s'est arrangé dans le temps et si ça a arrangé, comment est-ce que votre pays s'y est pris? Je pense que c'est vraiment un côté qui est souvent négligé car les juges font peur, on va pas se mentir. J'ai même l'impression que les gens auront plus tendance à aller attaquer quelqu'un du gouvernement ou se plaindre de quelqu'un du gouvernement que les juges qui ont une impunité totale dans nos pays. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que la cagnotte pour les films est toujours ouverte. Je vous mets le lien en description et que j'ai activé la cloche pour les super dons. Vous verrez, c'est un petit cœur qui est en dessous de la vidéo. On aimerait faire passer la chaîne à un autre niveau. Donc les dons sont bienvenus, surtout pour pouvoir payer les personnes qui font les miniatures et l'équipe. Sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vos familles.